Il est des territoires qui se dévoilent aux voyageurs comme des présents inattendus. Des terres dont on était à 1000 lieues d'imaginer qu'elles renfermaient une telle richesse et qui pourtant se trouvent tout près de chez nous. Ici, pas de repère évident pour le voyageur aguerri, habitué aux destinations aux noms plus exotiques, façonnées par des expériences accumulées au fil de contrées lointaines. L'Aragon ne promet rien d'emblée, il se laisse découvrir. Nous commencerons par Pampelune, où l'histoire se mêle à la vie quotidienne. Nous prendrons ensuite la direction de Tarazona, une ville qui nous a surpris par son caractère profondément médiéval. Après avoir admiré les paysages de la région de Tarazona au cours d'une randonnée vivifiante dans les collines de Talamantes, viendront les Bardenas, étendues presque irréelles, sculptées par le vent et le temps. Une occasion rêvée pour changer de monture et d'aller explorer des paysages de western au guidon de nos VTT, et de réaliser qu'un vélo, contrairement aux apparences, ça ne passe pas partout. Le voyage se poursuivra à Belchit, un lieu figé dans le silence, marqué à jamais par les blessures de l'histoire, où chaque ruine murmure encore les échos du passé. Enfin, nous conclurons cette traversée par la merveilleuse Saragosse, vibrante et majestueuse, posée sur les rives de l'Èbre. Une ville où l'art, l'architecture et la spiritualité s'entrelacent, et où nous aurons aussi l'occasion de savourer l'Aragon autrement. Nous prendrons le temps de déguster quelques-unes des nombreuses spécialités locales, en particulier les tapas, en compagnie d'une experte, une immersion gourmande et conviviale au cœur de la vie saragossane. Gracias. Voilà. Du coup, il n'y a que la table qui nous réjouit pour l'instant en Espagne parce que c'est le début aujourd'hui. Donc on va attendre que tout ça se dégage. Ça commence plutôt de manière frisquette ce séjour espagnol. On peut dire que les Espagnols ont le sens de l'accueil. Depuis notre passage de la frontière ce matin, c'est le déluge. À Pampelune, la ville où la tradition veut que l'on se protège des taureaux, on cherche aujourd'hui surtout à échapper aux trombes d'eau qui s'abattent sur la cité avec un enthousiasme tout ibérique. Qu'à cela ne tienne, c'est l'occasion rêvée d'engloutir quelques douceurs locales largement appréciées et parfaitement adaptées à la météo. La chichira, je crois, ça doit être ça, les saucisses. Ouais, je pensais que c'était du fromage. J'ai demandé. Il m'a dit c'est très très bon avec un pouce levé et en fait c'est de la saucisse. Comme quoi la compréhension de l'espagnol n'est pas encore au point malgré l'intensité de nos méthodes espagnoles depuis quelques semaines. Et comme nous ne nous sommes pas arrêtés ici uniquement pour manger ni pour faire un tour de manège au kiosque de la Plaza del Castillo, nous décidons de pousser la porte de la cathédrale Santa Maria la Real.
Tarazona est une ville pittoresque et animée, installée sur les premiers soubresauts de la Sierra de Moncayo. Elle nous a séduites d'emblée par son animation de gros bourgs à l'architecture préservée, son vieux centre d'allure médiévale et ses terrasses très animées. Cette étape nous a permis de découvrir une des plus étonnantes traditions locales d'Aragon, la fête du Chipotegato. Chaque année, le 27 août, Tarazona s'anime autour de la fête du Chipotegato, un personnage devenu emblématique de la ville. Vêtu d'un costume coloré et le visage masqué, il surgit sur la place principale sous les acclamations de la foule avant d'être littéralement bombardé de tomates. Une pluie rouge, joyeuse et parfaitement organisée à laquelle personne ne cherche vraiment à échapper. Selon la tradition, le Chipotegato représentait autrefois un prisonnier chargé de divertir la population. S'il parvenait à s'échapper sans être touché, il gagnait sa liberté. Aujourd'hui, il court toujours, poursuivi par une foule hilare, perpétuant un rituel où l'histoire se mêle à la fête et où l'absurde devient un art de vivre. Et pendant que la place s'embrase, là-haut, sur les toits et les clochers, les cigognes observent la scène. Fidèles habitantes de Tarazona, elles ont élu domicile au sommet des édifices, imperturbables spectatrices de ce tumulte annuel. La cathédrale Santa Maria de la Huerta est à l'image de la ville, surprenante et métissée. Elle fut construite dès le début du XIIe siècle, à une époque où Tarazona était un véritable carrefour culturel. Ici, chrétiens, musulmans et juifs cohabitaient et la cathédrale en porte encore les traces. L'une des curiosités se trouve à l'extérieur. Sa tour mudéjar, richement décorée, ressemble davantage à un minaret qu'à un clocher. Une anecdote raconte que pendant longtemps, les habitants plaisantaient en disant que c'était le seul clocher capable d'appeler à la prière sans jamais se décider entre cloche et muezzin. Une image amusante, mais révélatrice de ce mélange culturel assumé. À Talamantes, le silence nous surprend dès notre arrivée. Dans les ruelles de pierre, pas une âme en vue. On se demande où sont passés les habitants. La réponse ne tarde pas à arriver. Il suffit de pousser la porte du bar local. À l'intérieur, c'est une toute autre scène.
Les voix s'élèvent, les rires fusent et les cartes claquent sur les tables. On a soudain l'impression que tout le village s'est donné rendez-vous ici. La Sierra de Moncayo, à une vingtaine de kilomètres de Tarazona, servira de cadre à notre randonnée du jour. Bien, on est parti depuis 1h05 depuis le village de Talamantes et on chemine à travers une superbe forêt de pins. Un petit chemin qui monte tranquillement, mais sûrement. On est à 1225 mètres. En prenant de la hauteur au-dessus de Talamantes, le paysage s'ouvre peu à peu. Dans la Sierra de Moncayo, nous sommes ivres d'espace, ivres de grands espaces. C'est exactement ce que nous offrent ces étendues ouvertes, vastes et sauvages, où le regard porte loin et où l'on respire plus largement. Là-haut, le silence semble d'abord total, un silence dense, presque palpable, mais très vite on comprend qu'ici le silence a une voix, c'est celle du vent. Un vent puissant, constant, qui balaye les hauteurs, s'engouffre entre les rochers et accompagne chaque pas. Il n'interrompt pas le silence, il le sculpte. Dans la Sierra de Moncayo, le vent n'est pas une gêne, c'est une présence, le souffle même de la montagne. Les anciens disaient que le Moncayo parlait à travers le vent, qu'il racontait les saisons, les tempêtes passées et celles à venir. Sur ces hauteurs, on comprend pourquoi. Le regard porte loin, le corps lutte parfois, mais l'esprit, lui, s'apaise. Dans le désert des Bardenas, le temps semble s'être arrêté il y a bien longtemps. Aux portes de la Navarre, les Bardenas Reales s'étendent comme un monde à part, minéral et presque irréel. Pour explorer ce morceau de choix de notre périple espagnol, nous avons choisi de poser nos sacs à Arguedas, un village discret à la lisière du désert, idéalement situé pour être au plus près du parc. Pendant 3 jours, nous allons randonner, pédaler et rouler à travers ce désert façonné par le vent, l'eau et la patience des siècles. Pour découvrir la partie sud du parc, la moins fréquentée, nous avons décidé que la randonnée était décidément le meilleur moyen pour s'aventurer sur les pentes rocailleuses des reliefs de marne, de gypse et d'argile. Ici, pas de foule, pas de bruit mécanique,
Seulement le vent, la terre sèche sous les chaussures et l'horizon qui semble reculer sans cesse. Notre cheminement nous amène progressivement vers les hauteurs jusqu'au mirador de la Blanca Alta. De là-haut, le désert se dévoile dans toute son ampleur. Un enchevêtrement de ravins, de plateaux, de reliefs sculptés par l'érosion. Premier choc visuel, celui d'un désert européen qui n'a rien à envier aux grands espaces lointains. Pour parfaire notre visite, nous plongeons au cœur du parc pour le deuxième jour. Ici, les Bardenas révèlent leurs formes les plus emblématiques. Cette fois, la voiture nous permet de suivre le circuit principal comme une lente traversée d'un décor de western. Cheminées de fées, collines effilées, plateaux entaillés de ravins, tout ici raconte l'histoire de l'érosion. La pluie rare mais violente, le vent constant, la roche tendre lentement sculptée par le temps. Parfois, le calme est rompu. Les manœuvres d'un avion en exercice rappellent qu'au milieu de ce désert se trouve une base militaire de l'OTAN, contrastant dans ce paysage semblant créé uniquement pour le plaisir des yeux. Chouette. Ouais. Et après, tu vas où après? Après, côte atlantique Ouais. et retour en France. Ah ouais, d'accord. France et Suisse. D'accord, ok. Combien de kilomètres en tout alors? Ich weiß nicht. Ah ok. Chouette, hein? Beau périple. Chaque coin de ce mini-désert révèle un nouveau paysage très cinématographique. Et ce n'est pas un hasard. Les Bardenas sont devenus Far West, terre de duels et d'horizons infinis, un lieu où le réel dépasse souvent la fiction. Dès les années 1960, les réalisateurs comprennent que ce désert européen offre quelque chose de rare. Des espaces immenses, une lumière dure et surtout l'absence presque totale de repères temporels. C'est ici que Sergio Leone, figure mythique du western italien, trouve l'un de ses terrains de jeu favoris. À l'époque, inutile de traverser l'Atlantique, les Bardenas peuvent devenir l'Arizona, le Texas ou le Mexique pour peu que la caméra se place au bon endroit.
Ça fait combien de jours que vous y êtes? Une petite heure, ça va. Ah bon, c'est bon. Faut bien un peu d'aventure. C'est pas mon avancée, hein. Ouais. Ça, on a le Maroc l'année prochaine, on s'entraîne. Ah oui. Ouais, le coin est beau, hein. Le coin est beau. Pour le dernier jour dans les Bardenas, changement de perspective. Nous laissons la voiture pour enfourcher de robustes VTT. En route pour une exploration plus physique et plus immersive. Ici, le désert ne se contemple plus seulement, il défile, il résiste, il impose son rythme. Dépaysement. Oh, alors là, on est au milieu de la rivière. Ça fait un petit canyon, c'est super. Qu'est-ce que c'est beau! Les pistes s'enchaînent sous les roues, parfois roulantes, parfois exigeantes pour les profanes que nous sommes en la matière. Oh la vache! Ah, c'est impossible! C'est que j'ai le petit moi derrière en plus. Ah ouais? Faites le tour à pied? Ouais. Ah ouais, ça va. Ah ouais? Il y a combien de kilomètres là? On en a fait 16. Ah ouais? Alors il a vachement plu ces dernières semaines au Bardenas et du coup il y a des rios qui ne sont pas là d'habitude. Alors nous on va essayer de passer quand même. Alors je vais essayer de mettre... Putain, c'est un peu profond là, non? Heureuse si tu t'enfonces Putain, là-bas. vache. Hein? Bah, le pied sera mouillé, tant pis. Et si j'enlevais les chaussures? Tu veux pas simplement prendre notre chemin? Non, c'est sympa le fond du canyon là. Bon. Eh ben, c'était l'horreur. On fait demi-tour parce que là, franchement, je me suis entre-temps à moitié embourbé. J'ai les pompes pleines de terre. En voulant passer la rivière en bas qui était pleine de terre, voilà, comme vous pouvez le voir. Et, C'est la glaise. Et voilà la glaise. Et le problème c'est qu'en séchant, et ben du coup, je peux pas remettre la chaîne parce que la terre devient dure comme de la pierre. J'ai déjà cassé une chaîne comme ça. Au final, ces 3 jours au cœur des Bardenas nous auront gâtés. 3 jours à marcher, à rouler, à traverser des paysages façonnés par le temps. À pied, en voiture, à vélo, le désert s'est offert à nous sous des visages différents
toujours surprenant, toujours dépaysant. Ce petit séjour au cœur des Bardenas nous aura laissé l'impression d'avoir voyagé bien plus loin que prévu. Belchite, c'est un petit village d'Aragon entouré de collines sèches. Avant 1937, c'est un endroit calme, avec ses ruelles étroites et ses clochers. Mais à l'été 37, le village devint l'épicentre d'une bataille sanglante qui restera comme l'une des plus marquantes de la guerre civile espagnole. Un matin d'août, les obus s'abattent, la terre tremble, les balles ricochent contre les murs et atteignent les cloches qui se mettent à sonner toutes seules, comme si la ville annonçait son propre enterrement. Les habitants se réfugient où ils peuvent. Caves, escaliers, églises. Les soldats républicains avancent maison par maison, chaque mètre étant un combat interminable. L'église San Martín devient un refuge. Des familles entières s'y cachent jusqu'au jour où le clocher s'effondre sur eux. Des témoins diront plus tard avoir entendu des cris sous les pierres pendant des jours, impuissants. Les combats s'étirent. Les défenseurs refusent de se rendre, se battant jusqu'à la dernière cartouche. Au final, après 2 semaines, Belchite est un champ de ruines. On estime que près de 5000 personnes y ont perdu la vie, civils et soldats, ensevelis ou abattus. Quand les combats cessent, Belchite ne sera pas reconstruite. Elle reste en ruine, figée dans le temps. Aujourd'hui, Belchite est un silence lourd où chaque pas résonne sur des pierres marquées par l'histoire. Traversée par l'Èbre et située entre Madrid et Barcelone, Saragosse n'est souvent qu'une étape, alors qu'elle aurait mérité amplement d'être une destination à part entière. Pour nous, elle sera plus que cela, l'aboutissement de notre escapade, l'apothéose de notre séjour en Aragon. Après les montagnes et les déserts, il était temps de retrouver une atmosphère plus vibrante, de se laisser happer par l'effervescence urbaine et de plonger dans un bain de foule à la sauce ibérique, au cœur d'une ville au caractère bien trempé. À peine arrivés, nous sommes saisis par un ballet de cloches tonitruantes dont l'écho se répercute dans toute la ville. L'espace d'un instant, nous nous demandons pour qui sonne le glas, avant d'apprendre que, oui, Habemus Papam. Une entrée en matière pour le moins solennelle, aussi bien pour Léon XIV, élu en ce jeudi 8 mai 2025, que pour nous, en ce premier jour de notre pèlerinage dans une ville profondément marquée par la ferveur religieuse. Ça fait pas 3 heures qu'on visite cette belle ville de Saragosse et on a déjà fait un stop pour déguster les spécialités locales, n'est-ce pas, de la région. Sur... quand même 14 heures. Il est 14 heures, c'est non. Et puis le tourisme, ça creuse de toute façon. La culture, ça creuse. Voilà, en dégustant quelques spécialités locales dans un endroit difficilement égalable. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a la meilleure table de Saragosse pour ce qui est de la vue.
Pour prendre un peu de hauteur et respirer l'air du large, il faut d'abord s'extirper de l'agitation de la rue. Un ascenseur nous propulse alors en quelques secondes à peine au sommet de l'un des clochers de la basilique de Nuestra Señora del Pilar pour admirer la vue sur l'Èbre et les mosaïques colorées des coupoles. À Sant Pilar, les pèlerins affluent du monde entier pour se recueillir et prier la Vierge. Le lieu est chargé d'une ferveur ancienne, nourrie par une légende fondatrice. Selon la tradition, la Vierge Marie serait apparue ici même à l'apôtre Saint Jacques le Majeur en l'an 40 après Jésus-Christ, alors qu'il évangélisait la péninsule ibérique et lui aurait laissé une image à vénérer. Voilà, c'est peut-être un bracelet ou je sais pas, aux couleurs de l'Espagne. C'est pour mettre autour du cou du chat ? Ouais. Là, c'est bien. Ah, super. À Saragosse, le lèche-vitrine est une activité prisée à laquelle nous nous adonnons avec une certaine retenue, sauf lorsqu'il nous conduit à la découverte de quelques-unes des innombrables spécialités locales, toutes plus tentantes les unes que les autres. Après tout, nous sommes ici en visiteurs et ce statut nous impose une règle tacite mais incontournable, goûter là tout ce que notre estomac pourra décemment supporter. J'en perds mon latin, je ne sais pas quoi prendre. J'ai faim tout d'un coup, c'est impressionnant. Muy bueno. ¿Cuánto? 4. Lorsque les douceurs auront livré leur dernier secret, s'il reste encore un peu de place, il sera toujours temps d'aller mettre nos papilles à l'épreuve dans l'animation gourmande du marché couvert. Le palais de l'Hagia Feria est l'un des lieux les plus surprenants de Saragosse. Construit au XIe siècle à l'époque musulmane, l'Hagia Feria était à l'origine un palais de plaisir, pensé pour le calme, l'ombre et la fraîcheur. Avec le temps, il est devenu résidence royale, forteresse et même prison. Aujourd'hui, il invite les visiteurs à écouter ce que les vieilles pierres ont à raconter. La cathédrale de la Sao figure incontestablement parmi les incontournables de Saragosse. Elle est notamment célèbre pour son mur extérieur décoré de briques et céramiques selon l'art mudéjar,
un style chrétien qui reprend et réinterprète les formes décoratives de l'architecture islamique. Dès l'entrée dans le sanctuaire, le choc est saisissant, un émerveillement face à une profusion de richesses que nous étions loin d'imaginer. Ici, les styles se superposent et dialoguent au fil des siècles. La solidité des pierres romanes côtoie l'élan gothique. La CO n'a jamais été détruite pour être reconstruite. Elle a été transformée, agrandie, embellie encore et encore au rythme de l'histoire de la ville. Pendant longtemps, les habitants de Saragosse se sont presque querellés pour savoir laquelle de la CO ou du Pilar méritait vraiment le titre de cathédrale. Résultat, aujourd'hui, la ville en a officiellement deux. Le musée Rosario de Cristal n'est pas un musée comme les autres. Installé dans une ancienne église, il a troqué sa fonction première pour celle de gardien d'un univers délicat et chatoyant, peuplé de lanternes et d'objets en verre aux reflets scintillants. Chaque année, le 13 octobre à la tombée du jour, ces précieuses reliques quittent le silence du musée pour s'élancer dans les rues de la ville. La procession, appelée elle aussi Rosario de Cristal, se déploie alors comme un chapelet de lumière. Chaque lanterne, portée à la main ou installée sur de petites carrozzas richement décorées, symbolise une prière ou un mystère du rosaire. Le Rosario de Cristal incarne la mémoire vivante de Saragosse, un héritage où se mêlent ferveur populaire, fêtes traditionnelles et croyances profondément enracinées. Parmi toutes les nombreuses traditions encore bien vivantes à Saragosse, la musique et la danse occupent naturellement une place de choix. Il suffit que résonnent les premières notes pour que les danseurs entrent en scène, exécutant des pas précis et fiers dans le plus pur style aragonais. Très vite, la plaza se remplit. Habitants et visiteurs se pressent autour du cercle formé par les danseurs, venus autant pour savourer le spectacle que pour renouer le temps d'un instant avec un héritage culturel transmis de génération en génération. Mais c'est au crépuscule que Saragosse révèle toute son agitation. À mesure que le jour décline,
les ruelles se transforment en un joyeux embouteillage humain où il faut jouer des coudes et croiser les doigts pour dénicher une table libre ou se poser autour d'un verre et d'une assiette de tapas. Ici, la règle est simple et non négociable. On goûte plusieurs tapas dans plusieurs bars. Ce rituel sacré porte un nom, le tour des saveurs, et se pratique chaque soir. Nous avons la chance de partager une soirée avec Eva, installée à Saragosse depuis quelques mois et déjà parfaitement acclimatée aux parfums, aux bruits et aux tentations de la ville. L'occasion idéale de prendre le temps de savourer l'instant et de refaire le monde verre en main et tapas en bouche, convaincu qu'il est encore bien trop tôt pour rentrer. Ok. Ah, ok, balai. Balai, ah, c'est comme de l'anis un peu. Ah oui, carrément. Ah, ok. Je peux pas. D'un coup. Ah, mais non. Faut le faire d'un coup. Oui. Et là, c'est parfait, là. Là, ça fait du bien de partout, là. Ah oui, c'est bon là. Un deuxième s'il vous plaît. La culture d'ici, c'est quand même la fiesta. Hein. Ouais. C'est quand même the place to be pour la fiesta. Hein. Et bah, Saragosse, c'est peut-être pas pour la vie, mais pour un temps, muy bien. On change rien alors finalement. Bah non, on change rien. Hein. On change rien. Ah bah non. On reste comme ça, quoi. On reste comme ça. Quand je parlais de rencontres enrichissantes, en voilà une et t'en fais partie. Donc merci Eva. Voilà. Et bonne continuation à toi. Merci, pareillement. Para ti.